Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S302 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 7 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec le journaliste Renaud Labracherie et l'ingénieur Hervé Makusinski de DxOMark pour parler des tailles de capteurs. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, Renaud, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Moi, je dirais que le 24-36, c'est le parfait équilibre en fait entre qualité d'image, encombrement, prix. Voilà, c'est un peu, cette synthèse-là, moi que je ferais, c'est que voilà, on a une qualité d'image confortable parce que le support il est relativement grand, il capte beaucoup de lumière, on a une bonne dynamique, on a un bokeh, qui va bien et voilà, ça reste un compromis acceptable dans toutes ces questions-là. Voilà. Hervé. Oui, je suis de l'avis de Renaud, hein. Globalement, c'est ce qu'on disait au départ, mais la plage de choix photographique, elle est beaucoup plus large, tout simplement. Tout fonctionne relativement bien sur le 24-36. L'AF a eu énormément d'améliorations. La profondeur de champ, elle est sympa. Et en termes de qualité d'image, je vais pas revenir là-dessus, mais pour l'instant, c'est quand même globalement la meilleure proposition. Donc oui, 24-36, intéressant. Maintenant, chacun a son budget. On peut faire des très belles photos avec des micro 4 tiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et nos exemples à tous autour de la table, on l'a dit pendant le débat, prouvent que le meilleur appareil et celui qu'on a toujours avec soi n'est pas forcément un 24-36. Donc au final, c'est pas forcément celui qu'on va utiliser le plus non plus. Et c'est pour ça que les petits capteurs peut-être ont encore voix au chapitre. Renaud, est-ce que tu penses qu'un photographe, un utilisateur de boîtier équipé d'un capteur micro 4 tiers ou APS-C est voué tôt ou tard à passer à du 24-36 mm ? Je pense que c'est très tentant. En tout cas, je pense qu'il aura sans doute envie d'essayer ça. Moi, j'étais le premier à acheter que des optiques 24-36 alors que j'avais un petit réflexe avec un capteur APS-C parce que je savais que je voulais aller vers ça. Donc, c'est toujours intéressant. Oui, parce qu'il faut rappeler que selon les marques, alors c'était valable surtout pour les réflexes. Désormais, ça va changer un peu avec les hybrides, mais on pouvait pas monter, notamment chez Canon, les optiques EFS faites pour la PSC sur les réflexes 24-36 Canon, alors que chez Nikon, chez Pentax, on pouvait. Aujourd'hui, chez Nikon, ça va être à nouveau le cas. On pourra, la monture Z, il y a des APS-C et des 24-36. Mais il faut bien, quand on achète une optique, il faut quand même regarder un petit peu ce qu'elle couvre comme format de capteur, c'est important. Renaud, selon toi, il vaut mieux privilégier un bon boîtier avec un bon capteur ou une bonne optique ? Ah, la question dure. Oui, l'optique. Je pense que c'est avec ça qu'on peut vraiment modeler le rendu fin de son image. Après, comme on le disait, on shoot en RAW, on peut triturer avec les algos, le bruit, les choses comme ça, la couleur, mais le rendu, le bokeh, c'est quand même une bonne part de l'optique qui joue. Donc ouais. Donc on imagine faire un sacrifice, un compromis sur la taille du capteur, mais maximiser les performances optiques. Ouais, mais faut faire attention à l'AF quand même. Il y a plein de paramètres, c'est toujours ça dépend compliqué. C'est plein de compromis. Ça dépend ce qu'on fait comme image aussi. C'est vrai. Photo si on fait de la mise au point manuel, si on fait... Hervé, c'est quoi pour toi un capteur photo performant ? Un capteur photo performant, c'est un capteur qui a un bon score sur DxOMark.com. Bonne réponse. Allez, paf. Allez, développe un peu. Non, un capteur performant, donc... Je reviens, mais c'est vraiment, en fait, c'est le ratio entre la taille et la capacité, en gros, à capter un nombre de photos conséquent. Plus on va capter de photons et plus on va fournir une image avec une qualité d'image idéale. Alors après, un bon capteur, pour moi, c'est aussi un capteur qui va être capable de fournir énormément d'images, donc d'avoir un framerate de capture extrêmement conséquent en RAW. C'est clé, on en parle très peu, mais dans les faits, les solutions multi-images, de traitement multi-images, sont hyper clés pour fournir une bonne expérience photographique. C'est quelque chose qui est souvent négligé dans le monde de la photo, quelque chose qui est pas du tout négligé dans le monde du smartphone. Et je pense que c'est aussi l'avenir. On a besoin de capteurs qui est capable donc de capter le photon, mais aussi capable de transcrire des images très rapidement. Tu anticipes un peu sur la question qui suit.
à court et moyen terme, l'avenir. Donc du coup, c'est quoi? Alors c'est cette idée de pouvoir capturer énormément d'images à la seconde pour faire des traitements complexes. Mais est-ce que c'est pas aussi plus de pixels, des capteurs encore plus grands, peut-être une nouvelle technologie, peut-être que le CMOS va disparaître, ou est-ce que c'est un peu tout ça à la fois? On entend parler de capteurs organiques, de capteurs courbes, de capteurs à obturateur, comment ils disent, intégral, obturation globale. Obturation globale. Voilà, Global Shutter, ça c'est des choses super intéressant. Ouais. Global Shutter, c'est une techno super intéressante, notamment en vidéo. Qu'il y a sur le Pixie, si je ne m'abuse. Alors sur la première génération. Si, la première génération, il l'avait. Global Shutter, c'est pareil, ça c'est d'un point de vue software derrière, mais c'est hyper intéressant pour un ingénieur qui va justement processer l'image derrière et essayer de vous fournir la meilleure image, d'avoir une capture qui est faite rigoureusement au même moment. C'est un gain en qualité qui est vraiment absolu. Ça permet d'éviter tous les problèmes de rolling shutter, tous les problèmes de distorsion dans l'image qui sont dus à la capture. Le global shutter, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Et un mot rapidement peut-être sur les capteurs justement Foveon et X-Trans, dont on n'a pas parlé mais qui sont particuliers. Alors les Foveon, ils sont super intéressants parce qu'en fait, l'idée c'est... alors là, par contre, faut expliquer un peu comment ça marche un capteur Bayer. Un capteur Bayer, en fait, matrices de Bayer. Derrière, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important. On peut pas tout dire. Mais c'est important. Quand on vous annonce 24 mégapixels, dans les faits, vous n'avez pas 24 mégapixels RGB. Vous avez 24 mégapixels en Bayer. Donc vous avez un pixel vert, deux pixels verts souvent, un capteur bleu et un capteur rouge. Ça, c'est la techno Bayer standard qui a été inventée par Monsieur Bayer dans les années 70 de tête. Et ensuite, vous avez la techno donc Foveon. Alors celle-là, elle est intéressante d'un point de vue optique parce qu'en fait, l'idée c'est d'avoir l'information rouge, vert, bleu sur le même pixel. Donc en fait, la sensibilité, le pixel est travaillé de façon telle que vous allez récupérer l'information d'une couleur à une profondeur lambda du pixel, et plus vous allez descendre, plus vous allez avoir les autres couleurs. C'est un peu comme si on avait 3 capteurs empilés, quoi. Exactement, 3 capteurs empilés. Ça, c'est intéressant au niveau optique parce que dans les faits, votre pixel, il n'a pas besoin de dématrissage derrière. Ensuite, vous avez les capteurs Fuji qui, eux, ont un Bayer, mais c'est pas un Bayer. Et donc, en fait, c'est juste donc c'est toujours une problématique de dématrissage, c'est-à-dire que vous avez un pixel pour une couleur, mais avec une organisation en mosaïque, qui, d'après Fuji, permet potentiellement des rendus et du post-traitement plus fidèles. Ok. Benjamin, dresse-moi le portrait robot du capteur idéal pour toi. Le capteur idéal, allez, on va dire un 24-36, on va dire, allez, on le gonfle un peu, BSI, stacked, stabilisé aussi. Voilà, la stabilisation, en tout cas au niveau du capteur, désormais, c'est devenu un critère important à mes yeux et pas fortement pixelisé, pas nécessairement. Je trouve que la 30aine de pixels, c'est pas mal comme compromis. J'aime bien le 5D Mark IV chez Canon. Je comprends pas pourquoi la plupart des fabricants actuels restent sur un delta vingtaine ou aller carrément sur les 45, 50, 60. Moi, j'aime bien l'entre-deux. La 30aine de millions, c'est quand même pas mal. Ça permet d'utiliser un peu toutes les optiques et de faire à peu près tout, du sport, du portrait, etc. Avec aussi, on n'en a pas parlé non plus, des options des modes high-res qui permettent de produire des clichés plutôt nature morte, paysage un peu plus fourmillant de détails, on va dire. Voilà, d'obtenir des clichés de 200 millions de pixels avec un capteur de 24 par exemple, des choses comme ça. Avec des stabilisations capteurs, c'est ça ? Absolument, avec la stabilisation, avec la translation du capteur. Donc voilà, ce serait grosso modo le capteur idéal, quoi. Merci Benjamin, merci Renaud, merci Hervé pour toutes ces explications. Merci.